L'étranger parmi les siens, un ouvrage de Sidi Lamine Niasse. Compilation, confrontation civilisationnelle, souci d'une communauté, trajectoire. Préface du professeur Amadou Mokhtar Mbow. Avant-propos du professeur Hassan Seck. Postface du professeur Souleymane Bachir Diagne. Dédicace. À ceux qui m'ont appris à mettre le pied à l'étrier de la foi, à ceux qui m'ont éduqué de manière à pouvoir endurer les souffrances de la lutte, me permettant de comprendre que la vie saine est faite de foi et de lutte, et que la vraie religion invite à donner conseil tout en s'adonnant au combat. À mes très chers parents, le grand savant, écrivain et littéraire talentueux Al-Khalifa El Hadji Mohamed Niasse, et à la dame virtueuse Aminata Haïdara, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. À des hommes qui ont impacté mon long périple à la quête d'un idéal sublime, ces hommes dont certains sont déjà morts, tandis que d'autres sont encore en vie, sans jamais changer ni renier leur parcours. À tous ceux qui s'engagent dans la quête de la vérité, dépourvus de toute illusion. À tous ceux qui scrutent les horizons d'une vie porteuse d'espoir et de justice, je dédie le combat que je mène au nom de la vérité. Note de l'éditeur. Ce texte de Sidi Lamine Niasse est un joyau à n'en point douter. Il rayonne par cette gloire acquise à la suite d'une victoire parsemée de périls, et ce triomphe, c'est le groupe Walfadjri, c'est la pensée libre, c'est le professionnalisme, c'est le souci de la conscience dans les principes. Ce texte, c'est aussi la victoire de la clairvoyance d'un homme influent qui a su éviter des pièges de toutes sortes lors de l'ascension de son groupe de presse. Avec cette force à démêler le vrai du faux, à séparer la presse de la logique partisane et commerciale, pour avoir compris d'entrée de jeu l'importance du professionnalisme dans n'importe quel métier, l'auteur nous livre dans ce texte, avec moult preuves, les réalités de l'histoire politique du Sénégal avec les grandes figures qui l'ont marqué, avec comme aparté dans l'histoire l'événement de Cheikhou Charifou, une affaire religieuse aux multiples rebondissements. L'auteur éclaire plusieurs points religieux et temporels, décortique les stratégies politiques, revient sur ses rapports avec le pouvoir, nous raconte aussi les prémices du groupe Walfadjri. Et on y décèle le management intuitif d'un guide qui sait exactement le chemin à prendre pour construire son influence. Il ne s'en limite pas. La religion ne saurait se départir de la politique, des affaires du monde moderne, et la civilisation arabo-islamique est appelée à cohabiter avec la civilisation française héritée du colonialisme. C'est un point capital dont l'auteur a compris très tôt les enjeux. Plaisant à lire, avec des analyses claires et incisives, remplies d'érudition, de courage et de vibrations patriotiques, ce texte est à la fois une lumière pour le passé et un viatique pour l'avenir. Il y a des idées à la fois pour le peuple et les hommes d'État, et pour y trouver de façon plus large les principes et les secrets qui guident les hommes vers la réussite. Préface du professeur Amadou Mokhtar Mbow. Dans l'ouvrage que voici, Sidi Lamine Niasse raconte l'histoire de Walfadjri, qui se confond depuis 33 ans avec sa propre histoire. Il le fait avec une transparence et une sincérité rares de nos jours. Mais en retraçant l'histoire de son itinéraire, il nous livre un pan important de l'histoire de la presse au Sénégal du début des années 80 à nos jours. Et cette histoire, il la place si bien dans le contexte sociologique et politique qu'elle fournit des repères utiles sur l'évolution qui a marqué, sur le plan politique, le passage du Sénégal du multipartisme à l'alternance au sommet de l'État. Mais Sidi Lamine Niasse n'était pas, au début, un professionnel de la presse. Ni son appartenance sociale, ni sa formation ne le préparaient au métier de journaliste. Il est venu au journalisme par amour de la vérité, par passion de la justice et par volonté de servir sa foi hors des sentiers battus. Issu d'une des familles maraboutiques les plus connues au Sénégal,
dont le rayonnement s'est étendu dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie, d'où est originaire sa mère, au Nigeria, où tant de fidèles musulmans se réclament de son obédience, sa voie semblait toute tracée. Après des études religieuses et linguistiques dans le système traditionnel, dont malheureusement beaucoup de gens ignorent la nature et les qualités réelles, il était tout désigné pour s'intégrer dans une vie consacrée à la prière, aux études, à l'enseignement et au service de sa communauté. Mais comme beaucoup de jeunes d'origine maraboutique de sa génération, il a voulu élargir son horizon intellectuel et sa connaissance du monde islamique au sein duquel les débats d'idées tournaient non seulement autour des questions de la foi et du rituel, mais aussi autour des problèmes politiques et sociaux et de la place de l'islam dans un monde dominé de plus en plus par un matérialisme souvent destructeur des valeurs spirituelles, sociales et humaines. C'est ainsi que l'arabisant entre à la célèbre université Al-Azhar du Caire, où il poursuit de 1975 à 1979 des études à la faculté mixte de droit et de jurisprudence islamique. Revenu au Sénégal, il est préoccupé par la condition du marabout et par le rôle que le pouvoir a toujours cherché à lui faire jouer, de l'ère Tieddo à celle des indépendances, en passant par l'époque coloniale. Sa réflexion le conduit à vouloir rompre avec une vision de marabout souvent perçue, à tort du reste, comme un instrument du pouvoir et prêt à le soutenir dans toutes ses entreprises, même les plus condamnables. Que quelques marabouts aient accepté de jouer ce rôle pour en tirer avantage ne fait aucun doute, mais la plupart d'entre eux, refusant toute compromission, sont restés fidèles, notamment pendant l'époque coloniale, à leur mission religieuse et à leur vocation sociale. Quelques-uns ont payé cette attitude de leur liberté, d'autres de leur vie. Appartenant au courant islamiste qu'on pourrait appeler moderniste, il veut contribuer aussi à donner de l'islam une image plus conforme à son message qu'à celle qu'on lui attribue généralement dans certains milieux intellectuels occidentalisés où il est courant de l'opposer à une africanité mal définie. À ses yeux, l'islam et africanité sont les deux versants d'un même courant qui a façonné l'esprit et modelé la sensibilité des populations sénégambiennes depuis des siècles. On ne saurait donc les séparer et encore moins en faire des pôles antagoniques. Il veut également remettre en cause l'idée selon laquelle, dès l'instant qu'on prend ses préférences dans l'islam, on perd tout droit politique de s'exprimer librement sur les grands problèmes de notre époque, y compris sur le gouvernement de la cité et sur les préoccupations quotidiennes et les aspirations des citoyens. Mais, fidèle à l'enseignement du Coran, c'est par le dialogue avec le public, comme avec les autorités établies, qu'il entend faire valoir ses idées. Il aspire à l'ouverture d'un vaste débat sur tous les problèmes de société, en faisant appel aux points de vue les plus divers, si contradictoires qu'ils puissent être. Mais un débat n'est fructueux que si les éléments qu'il comporte reposent sur une information sûre et honnête. Seul le journalisme paraissait pouvoir lui permettre de satisfaire l'une et l'autre de ses exigences. C'est pourquoi Sidi Lamine Niasse est venu au journalisme comme on entre en sacerdoce. C'est en prison qu'il a nourri l'idée de créer un journal. Cette idée a été renforcée par la constatation d'une double injustice dont il était alors la victime. Son incarcération et les commentaires qu'en fit un journaliste qui ne s'était donné ni la peine de l'interroger, ni celle de vérifier les faits allégués, qui n'avait d'autre fondement que le fait du prince. Cette double injustice lui a permis, sans doute, de mesurer ce que le déni de justice pouvait avoir d'atroces conséquences quand il bénéficiait de la complaisance de ceux qui ont vocation, à défaut de le dénoncer, de faire connaître au moins avec rigueur et honnêteté les faits qui s'y rattachent.
Nous étions au début des années 80 et le Sénégal, si on accepte Afrique Nouvelle, journal d'inspiration catholique à vocation ouest-africaine, n'avait quasiment aucune presse privée crédible capable de donner des informations impartiales et de faire contrepoids aux médias d'État qui, possédant un quasi-monopole sur tout ce qui était diffusé dans le pays, n'exprimaient que les points de vue des détenteurs du pouvoir. Et comme le souligne Sidi Lamine, c'est aussi l'époque où est ouvert au sein de l'UNESCO un large débat sur les déséquilibres et les déformations de l'information internationale et sur le problème de l'instauration d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Il était évident, comme le confirmait en 1980 le rapport de la Commission internationale de développement de la communication dont j'avais confié la présidence à Sean McBride, ancien ministre des Affaires étrangères d'Irlande, ancien haut-commissaire des Nations Unies pour la Namibie, fondateur d'Amnesty International, prix Nobel et prix Lénine de la paix, que les pays industriels du Nord détenaient un monopole quasi total sur toute l'information diffusée dans le monde. Toutes les grandes agences internationales de presse, dont les dépêches étaient reprises dans les médias de presque partout, relevaient de ces pays. Le contenu de ces dépêches, préparées par des spécialistes des mêmes pays, reflétait essentiellement la vision, la sensibilité et les intérêts de cette partie du monde. On renvoyait plus volontiers aux pays en développement une image déformée d'eux-mêmes qu'on ne leur donnait une relation correcte de leur situation dont l'aggravation engageait souvent la responsabilité des pays du Nord, ce qui était complètement ignoré. Constatation plus consternante encore, la manipulation de l'information très fréquente tendait à accréditer des thèses erronées pour provoquer des crises artificielles susceptibles de mettre en cause ce qui, dans le tiers-monde, cherchait à résister aux pressions extérieures. À travers les messages diffusés sous des formes diverses, on pouvait sentir par ailleurs une certaine volonté d'aliéner davantage les élites, en particulier celles d'Afrique, pour en faire les instruments dociles d'une soumission aux intérêts extérieurs. En faisant l'écho, à diverses reprises, par des études et des rapports, comme dans les déclarations devant diverses instances de l'UNESCO, de ce que cet état de fait avait de préjudiciable pour la compréhension mutuelle entre les peuples, pour la coopération internationale et en définitive pour l'équilibre et la paix du monde, j'apparaissais aux yeux de beaucoup comme un défenseur inconditionnel des thèses du tiers-monde. Certains diront même comme l'initiateur du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, le NOMIC, alors que les enjeux étaient autrement mondiaux comme on tend à le reconnaître aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je n'avais de cesse de dire aux leaders du tiers-monde qu'on ne pouvait réclamer des changements dans la circulation de l'information dans le monde tout en continuant de refuser et la pluralité et la liberté de l'information chez soi. Il fallait non seulement mettre fin au monopole de l'État sur les médias, mais aussi donner aux journalistes travaillant dans les médias d'État toute latitude pour exercer en toute liberté et en toute responsabilité leur métier. Les habitudes prises pendant la période coloniale et qui ont été perpétuées après les indépendances n'avaient plus de raison d'être, sauf pour empêcher la libre expression des citoyens, ce qui est contraire aux règles de la démocratie dont chacun se réclamait. La démocratie ne se construit pas en l'absence du droit à la libre appréciation par les citoyens de ce que font l'État et ceux qui le servent. Je n'ignorais pas non plus les difficultés qu'il y avait à financer tout autant la modernisation et l'extension des médias d'État que la création et le développement de médias privés dans les pays en développement. C'est pour y faire face que fut créée par l'UNESCO
le programme international de développement de la communication pour lequel, hélas, les dotations financières ne furent jamais à la mesure des besoins. Sachant également qu'en raison de leur faible pouvoir d'achat, les professionnels de l'information ne pouvaient que difficilement réunir les fonds nécessaires au lancement de médias privés, en particulier de journaux, j'avais fait admettre l'idée qu'on puisse aider les journalistes qui en exprimaient le souhait à se grouper en coopérative pour recevoir l'aide internationale. C'est dire combien la démarche de Sidi Lamine Niasse, que j'ai eu à recevoir par la suite dans mon bureau de la place Fontenoy à Paris, était opportune et judicieuse. La sortie du premier numéro de Walfadjri, le 13 janvier 1984, fut un événement dont peu de personnes pouvaient mesurer alors la portée culturelle et politique et surtout le rôle catalyseur qu'il allait jouer dans le débat démocratique dans notre pays. Il a fallu, pour que le nouveau journal sorte des limbes, la ténacité d'un homme sans moyens au départ, mais animé d'une volonté sans commune mesure et nourri par sa foi pour vaincre le scepticisme des uns, la peur des autres, dans un pays certes de vieilles traditions politiques, mais où les dérives autoritaires étaient devenues si courantes et si fortes que tout ce qui tendait à aller à contre-courant était suspecté et menacé d'être anéanti. Et ce n'est pas un hasard si Sidi Lamine Niasse, pour conforter sa détermination, cite en exemple un jeune et brillant intellectuel sénégalais, martyr de ses idées et de son refus de se plier à la volonté du gouvernement, qui pensait alors que la force qu'il disait tenir de la volonté du peuple leur donnait le droit d'anéantir en tout un chacun toute idée, toute vision qui était contraire aux leurs. Mais comme écrivait Victor Hugo, on peut résister à la force des armes, on ne peut résister à la force des idées. Les idées ont cette double faculté de porter ceux qui les incarnent plus haut que leur force semblait pouvoir les mener, et de donner la force à ceux qui adhèrent d'atteindre des sommets que rien ne les préparait à gravir. Car au moment où ils s'engageaient dans une entreprise audacieuse que d'aucuns pouvaient considérer comme hasardeuse, voire comme condamnée d'avance, Sidi Lamine Niasse n'était armé que de ses idées et de sa foi. Et cela lui suffisait pour réussir. Et il a réussi en dépit de tous les obstacles dressés sur son chemin. Sa foi l'a aidé à surmonter les épreuves, à balayer le doute en s'appuyant sur cette vertu suprême tant de fois prônée dans le Saint-Coran, la patience, et en faisant appel à cette autre vertu qui doit guider les pas du croyant dans ses rapports avec autrui, le dialogue franc, sans a priori et toujours recommencer. De bimensuel, Walfadjri est devenu hebdomadaire en novembre 1987, puis semi-quotidien paraissant 3 fois par semaine en février 1993, enfin le 3 mai 1991, avant que ne naisse Walfadjri, l'une des radios les plus populaires du pays, et que ne s'ébauchent des projets de télévision. Sidi Lamine Niasse retrace les péripéties de cette évolution. Il ne cache rien, ni de ses sources de financement, ni du contexte politique, social qui favorise l'expansion du journal, ni du rôle essentiel des journalistes groupés autour de lui, pas plus qu'il ne tait ses rapports avec le pouvoir politique. Tout organe de presse est confronté, ici ou ailleurs, à des rapports dialectiques entre ceux qui le financent ou le dirigent et ceux qui lui donnent sa substance, les journalistes. Et hors du journal, entre celui-ci et, d'une part, les lecteurs qui sont sa raison d'être, et d'autre part, les autorités établies et les pouvoirs de toutes sortes qui, tout naturellement, cherchent à l'instrumentaliser, voire à le contrôler en leur faveur. Le succès de Walfadjri et Sidi Lamine Niasse y insiste avec force et aussi le fruit du travail des journalistes qui, dès les premiers jours, se sont regroupés autour de lui. Ils étaient parmi les meilleurs dans le pays. Ils maîtrisaient parfaitement leur métier,
l'ont exercé et continuent de le faire avec la rigueur et le courage qui sont les caractéristiques essentielles d'un informateur respectueux de ses lecteurs. Il les cite un à un, sans oublier de mentionner ce que chacun d'entre eux a apporté à l'œuvre commune, ni de souligner ce qu'il doit personnellement à leur collaboration. C'est leur commerce qui a permis aux néophytes qu'ils étaient de pénétrer les arcanes d'un métier aux exigences multiples, surtout dans un pays comme le nôtre, où la subjectivité l'emporte bien souvent sur une vision objective et sans parti pris des hommes et de leurs actes. De ce commerce, il a tiré des enseignements sur ce que devait être un journal de grande information, quand bien même des considérations idéologiques auraient présidé à sa création. Sidi Lamine Niasse ne s'en cache pas. La défense est l'illustration de la culture islamique dans un pays qui compte plus de 95% de musulmans, mais où le discours laïciste tendait à la refouler au second plan, était une de ses motivations principales. Cette motivation était loin d'être incompatible, comme les événements l'auront prouvé, avec le souci de fournir à tous une information crédible, en même temps que de donner aux faibles la possibilité de s'exprimer et d'exprimer leurs sentiments face à la tendance des appareils modernes à écraser tout ce que leur condition sociale rend vulnérable. Le respect du lecteur, le souci d'aller au-devant de ses préoccupations, de son besoin de savoir, sans chercher à le manipuler, ont été des constantes dans les préoccupations du groupe de presse et de ses journalistes. Ceux-ci ont cherché à être en permanence à l'écoute du public en s'efforçant de donner la parole à ceux qui le souhaitaient. Cette interactivité n'est pas sans risque, comme le souligne Sidi Lamine Niasse, mais elle est la rançon d'une meilleure osmose entre un journal et ses lecteurs, entre une radio et ses auditeurs. Si le rapport au lecteur et à l'auditeur ne l'élève que de la bonne volonté des uns et des autres, le rapport au pouvoir, à tous les pouvoirs, est complexe. Tous les pouvoirs, politiques, économiques, financiers, professionnels ou autres, ont tout naturellement tendance, comme j'ai eu à l'écrire il y a de cela une vingtaine d'années, à chercher à utiliser les médias à leur propre fin, en usant de la flatterie, du chantage, de la menace de l'intimidation ou de la corruption. Il s'agit toujours soit de s'en servir comme faire-valoir, soit d'empêcher la divulgation de faits gênants, soit de les amener à manipuler l'opinion pour desservir un adversaire et pour obtenir un effet dont on sait pouvoir tirer ensuite profit. On sait de nos jours comment les médias sont courtisés dans de nombreux pays et comment les actions les plus douteuses sur le plan international notamment sont précédées d'un battage médiatique de grande ampleur afin de convaincre l'opinion de leur légitimité. Il ne faut pas s'étonner dès lors que Sidi Lamine Niasse ait été amené à accorder une place de choix à ces rapports, les rapports du groupe de presse avec le pouvoir. Ces rapports n'ont pas été linéaires. Ils sont passés par des phases de tension et par des périodes d'apaisement au gré de l'évolution du groupe Walfadjri et en fonction des événements politiques au Sénégal. Il a tenu à exposer dans chaque cas les positions du pouvoir politique et ses propres réactions. Comme il le fait remarquer, il n'a jamais cherché à gêner ou à dénigrer, mais il n'a jamais accepté non plus de renoncer à accomplir son devoir d'informateur ou de déroger à l'exigence de vérité qui s'y rattache. Son éducation ne le prédisposait pas à de vaines polémiques, aussi sent-on à travers ses écrits un besoin constant d'expliquer, une volonté permanente de résoudre les contradictions par le dialogue. Au terme de ses 33 ans de vie de Walfadjri, Sidi Lamine Niasse tire enfin de compte le bilan de son action et s'interroge sur l'avenir, le sien et celui de son groupe. S'il a réalisé la plupart des ambitions qu'il nourrissait,
En créant au début des années 1980 un des premiers journaux privés d'information du Sénégal indépendant, puis une radio privée qui s'est imposée par le sérieux de ses émissions, on sent chez lui une certaine amertume dont on peut percevoir, à travers son exposé, quelques-unes des causes parmi lesquelles le fait de n'avoir pas pu lancer la première télévision privée du Sénégal. Et sans vouloir prendre part à un débat dont je n'ai sans doute pas toutes les données, je voudrais former le vœu que Sidi Lamine Niasse, comme au premier jour du début des années 80, conserve cet enthousiasme créateur qui a fait de Walfadjri ce qu'il est et de lui un des pionniers au Sénégal d'un paysage médiatique libre, indépendant et soucieux de servir à l'émergence et au renforcement d'une démocratie rénovée en se débarrassant de toute interférence extérieure. Il a montré que le succès était possible à force d'intelligence et de travail. Quel bel exemple pour notre jeunesse à la recherche de nouvelles raisons d'espérer.